Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ouf, est-ce que je l'ai choisi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si j'ai choisi ce métier. Si ça se trouve, on m'a déjà posé cette question, mais en fait, je crois que c'est quelque chose qui s'est imposé tout seul parce que moi, je fais deux métiers. J'ai deux métiers. J'ai un métier où je suis directeur artistique dans une maison d'édition. Et puis à côté, je suis auteur-illustrateur donc, pour des livres. Et ce métier que je fais en plus, c'est quelque chose que j'adore en fait, qui me passionne. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est lié à la fois euh, au thème de l'imagination, et puis c'est lié aussi au fait que c'est le livre, et j'adore les livres. Et il se trouve que dans ma famille, il y a des gens qui travaillaient dans le milieu du livre et de l'édition. Donc je pense qu'il y a un petit lien quand même aussi avec cette histoire. Voilà. Combien de livres avez-vous écrit? Avez-vous fait d'autres livres sur les monstres? Alors combien de livres j'ai écrit? J'en ai écrit 7. C'est ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc ce ne sont quasiment que des livres qui traitent de l'imagination. C'est un thème qui me touche beaucoup. C'est ma passion depuis plus de 15 années. Et c'est comment dire, une passion qui m'a conduit à explorer différents aspects de l'imagination. Donc ça peut être imaginer la création de l'univers, imaginer la forme de la Terre, imaginer la forme de l'univers. Voilà, c'est ces questions-là qui me passionnent. Il y a toujours un fil conducteur dans tous ces livres autour de l'imagination. Ensuite, est-ce que j'ai fait d'autres livres sur les monstres? Bah non, j'en ai fait qu'un seul. C'est Dans la peau des monstres, et j'ai adoré faire ce livre. Pourquoi avez-vous choisi de faire un livre sur des monstres, connus et pas imaginaires? Alors, ce livre, en fait, le point de départ de ce livre, c'est celui-ci, Zooptique. Donc, Zooptique, c'est un livre dans lequel j'essayais d'imaginer comment 12 animaux voyaient une même scène. Donc, cette scène, c'est celle-ci. Vous avez un premier plan avec des fleurs, un plan moyen avec des animaux qui sont sur un chemin, et puis un plan plus lointain avec une forêt et tout au loin une montgolfière. Donc, mettez-vous à la place d'un animal, vous voyez une scène comme ça, comment un animal va voir la même scène? Donc ce livre, il était composé de la manière suivante, il y a des portraits d'animaux, un chien par exemple, et le chien, pour savoir ce qu'il voit de la scène, vous soulevez les flaps, et hop. Et là, vous découvrez que le chat, le chien comme le chat d'ailleurs, ne voit pas le rouge. Autre exemple, hop, la chouette. Ben, la chouette, elle a une vision un peu déformée et elle voit pas très très bien le rouge aussi, mais elle voit plus loin, elle peut voir la montgolfière. Vous voyez dans ce livre, il y a deux idées que j'ai réutilisées ensuite, c'est qu'il y a l'idée d'un portrait, comme dans Monstres, c'est-à-dire qu'on voit les monstres face à face, et puis ensuite, il y a l'idée de la vision subjective, c'est-à-dire qu'on soulève des flaps et on comprend ce que l'animal voit ou ressent. Donc j'ai choisi, en fait au départ je voulais faire une suite de Zooptique sur les monstres, comme un documentaire, mais en fait les monstres c'est pas un sujet qui est vraiment documentaire, parce que les monstres ça n'existe pas. Donc du coup j'ai fait un livre plutôt sur la mythologie. Donc c'est comme ça que le livre des monstres est né. Pourquoi avez-vous choisi ces monstres dans votre livre? Alors ça c'est une très très grande question, parce que des monstres, il y en a des centaines et des centaines, dans toutes les cultures, sur tous les continents, dans tous les pays. Donc pourquoi choisir tel monstre plutôt qu'un autre? Donc pour comprendre un peu comment j'ai fait, au départ, moi j'ai cherché tous les monstres qui m'intéressaient. Donc je suis allé chercher dans la mythologie, dans la littérature, dans le cinéma, dans la cryptozoologie. Et c'est là où j'ai trouvé toutes sortes de monstres. Et j'en avais comme ça beaucoup, beaucoup. Donc au début, mon premier projet, j'avais choisi de montrer des monstres qui étaient des monstres connus.
Donc, dans la première version du livre, il y avait par exemple Polyphème, et puis il y avait T-Rex. T-Rex qu'on retrouve dans Jurassic Park. Ça aurait été intéressant d'essayer d'imaginer comment T-Rex voit une situation. Dans cette première version de livre, il y avait par exemple Ravana, qu'on a dans le livre, et puis, regardez, les dents de la mer. Là, je voulais essayer de comprendre comment un requin voit, un requin blanc. Toujours dans cette première version, il y avait par exemple Yanshu, qui est dans le livre, et regardez plus bas, un détraqueur. Les détraqueurs, vous savez, ce sont ces monstres qui sont dans Harry Potter. Et dernier exemple, vous allez reconnaître également, dans cette première version du livre, il y avait Dark Vador. Comment voit Dark Vador avec son masque? Donc, vous voyez, dans cette première version du livre, au début, je voulais vraiment aussi mettre des personnages de la fiction. Donc il y avait un mélange entre la mythologie, la fiction, et puis en fait, bon déjà, il a fallu enlever tous les monstres qui venaient, qui appartiennent à des, comment dire, à des univers où il y a des franchises, c'est-à-dire que Star Wars, Harry Potter, Tintin pour le Yeti, ou je sais pas moi, ou Les Dents de la Mer, c'est Spielberg. Il y a encore des auteurs, et même si on fait un dessin qui est différent du dessin original, on n'a pas le droit de représenter ces monstres-là. Donc il a fallu que je choisisse, que je redéfinisse mon thème, et donc j'ai exclu tous les monstres qui sont vraiment issus qui sont issus du cinéma contemporain. J'en ai retenu qu'un seul, qui est libre de droit, c'est King Kong. Et puis ensuite, j'ai pris des monstres par grande famille, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a des monstres qui viennent de la mythologie, comme par exemple Polyphème ou le Cerbère. Il y a des monstres qui viennent de la cryptozoologie, comme le Yeti ou comme Mapinguari. Et puis, il y a des monstres que j'ai totalement imaginés. C'est le cas de l'extraterrestre. Ça, c'est un monstre qui vient de moi. Donc, vous voyez, il y a des monstres qui viennent à la fois de différents types de récits, et puis c'est aussi des monstres qui viennent de différentes cultures. Pour moi, c'était très très important que ces monstres soient divers et variés. Donc dedans, il y a des monstres qui viennent de Chine, comme Yanshu, il y a des monstres qui viennent du Japon, comme le dragon d'Hiroshima, d'autres qui viennent d'Amérique du Sud, comme Mapinguari, d'autres qui viennent d'Europe, comme Polyphème, Cerbère ou bien Frankenstein. Voilà, j'ai essayé de prendre des monstres qui viennent de partout. Après, je ne pouvais pas en mettre trop non plus, malheureusement, parce qu'il fallait que je n'en mette que 12. Donc à un moment, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Pourquoi un livre sur les monstres et pas sur les humains? Alors là, est-ce que ce ne serait pas la même chose en fait? Au départ, quand j'ai fait ce livre, je me suis dit, les monstres, c'est un thème qui est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui touche vraiment les enfants. Et puis en explorant les histoires, en essayant de trouver des histoires différentes, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, il y avait plusieurs types de monstres. Il y a des monstres qui sont vraiment, vraiment méchants, et qui sont tellement méchants qu'ils sont inhumains. Et cela, ça par exemple, c'est Ravana, le monstre à plusieurs têtes, le monstre indien. Ça, c'est vraiment un monstre qui est tellement méchant que je sais pas, personne ne peut être Ravana, il est en dehors de l'humanité. Et puis en fait, en cherchant, je me suis rendu compte que Ravana, c'est un peu une exception, parce que les autres monstres, la plupart du temps, soit c'est des humains qui se sont transformés, soit c'est des êtres blessés. Et en fait, les êtres blessés, ça correspond un petit peu aux humains. Si vous regardez bien autour de vous, quand quelqu'un est blessé, il peut mal se comporter, il peut devenir parfois un peu monstrueux. Et c'est ça qui est important dans les monstres, c'est de comprendre que le monstre, c'est quelque chose qui n'est pas extérieur à nous, c'est pas quelque chose qui est juste un fruit de l'imaginaire. Le monstre, c'est quelque chose que les hommes ont en eux, et souvent, en fait, le monstre, il désigne quelque chose qu'on a en nous. C'est une émotion qu'on n'a pas bien vécue. On va prendre deux exemples. Frankenstein, par exemple. Frankenstein, c'est un monstre qui est horrible. Il est tout recousu de partout, il est vert, il est grand, il a un regard tout gris, là, il est vraiment laid. Mais en fait, Frankenstein, qui c'est?
Frankenstein, il n'a jamais demandé à exister. Il a été créé par un créateur qui est un humain. C'est le fils d'un homme, en fait. Et son créateur, quand il l'a créé, il l'a abandonné. Donc, dans cette histoire, celui qui est mauvais, c'est pas Frankenstein, en fait. C'est le créateur de Frankenstein qui n'est pas bon. Et il n'est pas à la hauteur de sa création. Ça, c'est un bon exemple, je trouve. Donc, la question de, voilà, pourquoi un livre sur les monstres et pas sur les humains, moi, je pense que le thème entre les deux, entre monstres et humains, c'est un petit peu proche, en fait. Comment avez-vous eu l'idée des pensées pour chaque monstre? Alors ça, comme je le disais tout à l'heure, à la base de monstre, il y a l'idée du portrait. Donc le portrait, vous vous souvenez, c'est dans Zooptique, un portrait d'un animal de face, et ensuite on a la vision subjective. Donc cette idée-là, en fait, c'est un petit peu la même dans Monstre. Sauf qu'il y a une grande différence. Je prends un animal, par exemple ici Nianchou, donc vous avez le portrait du monstre, et ensuite vous avez la vision du monstre. La grande différence, c'est que avec Zooptique, on était dans un documentaire, avec Monstre, on est dans une fiction. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, en plus de la vision subjective que j'ai dessinée, que j'ai imaginée, vous voyez tout là-haut, à chaque fois, il y a un récit. Et ce récit, ce qui est particulier, et ce qui était très très amusant à écrire et à créer, en fait, c'était d'imaginer ce que le monstre ressent et exprime. Donc dedans, à chaque fois, il y a sa pensée. Et alors, pour exprimer la pensée d'un monstre, il a fallu adopter un point de vue. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de lui à la troisième personne ou bien est-ce qu'on parle de lui à la première personne? Et dans ce livre, il me semblait vraiment intéressant d'essayer d'imaginer ce que le monstre raconte. Donc j'ai utilisé le jeu, donc à la première personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment un fil conducteur dans tout ce livre. Et dans chaque histoire, chaque monstre raconte ce qu'il ressent vraiment au plus profond de lui. Comme ça nous permet de comprendre ce qu'il ressent, quelles sont ses émotions. Quel est votre monstre préféré dans votre livre? Alors ça, c'est toujours une question qui est compliquée parce que j'essaye de ne pas avoir de monstre préféré. J'ai toujours fait comme ça dans tous mes livres. Mais bon, je vais quand même essayer de répondre. Si je devais avoir un monstre préféré, je pense que c'est quand même le monstre, le dragon d'Enoshima. C'est un monstre qui est, que j'ai vraiment, dont j'ai bien aimé l'histoire. Hop. C'est un dragon. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, donc déjà j'aime bien les dragons. C'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai adoré dessiner ce dragon. D'ailleurs, il est quelque part derrière. Le dragon, il est là, en esquisse. Il était déjà comme ça. Donc le dragon d'Enoshima, ce qui me plaisait beaucoup dans cette histoire, c'était que ce dragon qui est énorme, géant, monstrueux, très très méchant, en fait, il a un cœur tout tendre et en fait, il est amoureux, quoi. Et j'ai adoré cette histoire d'un monstre amoureux. Je trouve que c'est une histoire qui est vraiment très très belle. Pourquoi King Kong est dans ce livre des monstres alors qu'il est gentil et n'est pas un monstre? Oui, c'est vrai que King Kong, il est vraiment gentil. C'est un monstre qui est victime des hommes, en fait. Il n'a rien demandé à personne, il était sur son île, et puis les hommes arrivent, et puis ils le capturent, ils l'exhibent comme un objet à New York, et il se rebelle, en fait, King Kong, et c'est une victime des hommes. Effectivement, il est gentil, King Kong. Mais en fait, c'est pas le seul à être comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu comme Frankenstein. Mine de rien, Frankenstein, au départ, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas gentil? En fait, on n'en sait rien. Dans cette histoire de Frankenstein, c'est l'homme qui est pas bon. Et si vous regardez d'autres histoires de monstres, vous allez voir que souvent, c'est un petit peu comme ça. Mapinguari, le monstre qui est dans la forêt d'Amazonie. Est-ce qu'il est méchant, Mapinguari? Et non, il est pas méchant, Mapinguari. C'est un monstre qui est gentil, mais qui est victime des hommes. Et c'est parce que les hommes sont méchants que Mapinguari devient méchant. Et vous allez voir que souvent, les monstres, quand même, ont un fond gentil, mais ils deviennent méchants parce qu'ils sont blessés. Et c'est ça qui est important, c'est de voir comment cette thématique du monstre,
elle renvoie à deux choses importantes. Ça, parfois, enfin, il y a quand même beaucoup de monstres qui, au départ, ont une blessure en eux, et cette blessure les transforme en monstres, comme certains humains. Et puis, il y a aussi le jeu des apparences. C'est-à-dire que les monstres nous semblent méchants parce qu'ils nous font peur. Et parfois, il suffit de faire tomber la peur pour se rendre compte que, en fait, ce n'est qu'une apparence. Le monstre n'est qu'une apparence. Et il n'est pas si méchant que ça. Alors évidemment, il y a des exceptions. Il y a des monstres qui sont fondamentalement méchants, comme Ravana. Mais si vous regardez bien toutes les histoires, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui, en fin de compte, ne sont pas si méchants que ça. Avec quelle technique avez-vous fait les dessins dans votre livre? Alors, les dessins, je les ai faits en plusieurs étapes, comme je montrais tout à l'heure. Donc il y a le crayon, ça c'est du crayon HB, ou du crayon 2H, ou du crayon 2B. Donc là je mélange plusieurs types de graphite. Donc ça c'est du crayon. Ensuite, il y a le pastel, les grands formats. Et alors, pour faire ce dessin, c'est donc principalement du pastel qui est utilisé, c'est du pastel sec. C'est une technique avec laquelle on utilise des crayons qui ont une espèce de poudre, et ça permet comme ça de... Je travaille au doigt, c'est pas du tout au crayon, hein, ça c'est vraiment on travaille au doigt. Donc je travaille tous les modelés de cette manière-là, et après le pastel, j'utilise une autre technique, c'est du crayon de couleur. C'est des crayons très particuliers qui sont taillés très très finement et qui me permettent de donner du détail. Donc voilà, c'est pastel et crayon. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre? Alors un livre, celui-ci j'ai mis 1 an pour le faire. 1 an, pour moi c'est un petit peu court. Normalement, je mets beaucoup plus de temps. Il faut savoir qu'un auteur illustrateur ou un auteur pour faire un livre, à chaque auteur, un temps particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Certains auteurs vont mettre 1 mois, et bravo à ceux-là. Moi, je fais partie de ceux qui sont hyper lents, malheureusement. Et je mets toujours beaucoup, beaucoup de temps, à la fois pour façonner mon idée. Ensuite, il y a ma phase d'esquisse qui met beaucoup de temps. En plus, je fais toujours des projets un peu compliqués, je ne sais pas pourquoi, mais je fais toujours des projets qui s'étalent sur le temps. Et celui-ci, j'ai mis 1 an, donc il y a 6 mois de recherche, de dessin, et après, il y a 6 mois à peu près de finalisation. Alors, il faut savoir que quand on fait un livre, on ne fait pas que ça, heureusement, on fait des choses à côté. Donc, quand on dit 1 an, c'est pas 1 an, on fait que ça, que ça, que ça. C'est important de savoir ça. Mais celui-ci, il s'est étalé sur 1 an. Pour moi, c'est court parce qu'il y a des livres sur lesquels j'ai travaillé pendant 5 ans, par exemple, hein. Donc, pour moi, c'était assez court. Est-ce que vous avez ressenti des émotions lorsque vous avez écrit ce livre? Ah oui, ça oui. Et c'était même pour moi la plus grande des découvertes dans ce livre, et c'est ce que j'ai adoré dans ce livre et dans cette thématique, c'était d'explorer les émotions des monstres. Au départ, j'avais pris le thème du monstre un peu comme quelque chose de simple, et c'est vrai que souvent quand on voit les monstres, on se dit « Ah bah il n'y a vraiment que la peur ou que l'angoisse qu'on va aborder comme thème ». Et en fait, en lisant les histoires de monstres, je me suis rendu compte que la palette des émotions était beaucoup plus riche que ce que j'avais imaginé. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait l'émotion, il y avait l'amour qui est présent dans plusieurs histoires. C'est dans l'histoire du dragon d'Enoshima, et puis également dans l'histoire de King Kong. Il y a par exemple l'idée aussi où l'émotion de la jalousie avec Ravana qui est très forte. Il y a l'idée de la peur ou de l'effroi avec le Yeti. Voilà, donc toutes ces émotions-là sont pour moi très très importantes. Et si vous regardez bien toutes les histoires, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est pas toujours la même émotion. Il y a toujours une petite variation. Et comment dire, savoir que les monstres ont des émotions, ça les rend plus humains, en fait. Si on ne voit les monstres comme des êtres froids et qui nous font peur, en fait, on va cacher à côté d'une partie de leur réalité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, entre les monstres et les humains, la frontière,
elle est en fait assez poreuse, quoi. Il y a quelque chose qui se superpose entre les monstres et les humains. Et à travers le thème de l'émotion, ben, on explore le thème de l'altérité, de ce qui nous fait peur, et on se rend compte que le monstre, il est un petit peu en nous aussi parfois. Et les monstres, comme les humains, ont des émotions. Voilà, ça se termine. Un grand merci pour toutes vos questions qui sont super intéressantes. Et puis surtout, un grand merci à vous, à vos enseignantes, à vos enseignants. J'espère que ce livre vous a plu. Et surtout, je donne mon email et mon contact, aussi Instagram, aux enseignantes et aux enseignants. Si vous voulez me contacter et me poser des questions, n'hésitez pas. Vraiment, c'est toujours un bonheur de pouvoir vous répondre. Et si vous faites des dessins, en tout cas de monstres, n'hésitez surtout pas à me les envoyer. Je serais vraiment ravi, hein, de pouvoir vous les commenter, vous aider à dessiner, quoi, vraiment. Donc, encore une fois, merci beaucoup.